Maria. Maria Callas elle-même chantait Lucrèce Borgia, car il s'agit d'elle. On va déborder un peu avec Frédéric, pas seulement Lucrèce, mais toute la famille Borgia, une sacrée famille. Alors on parle d'elle, pourquoi? Parce qu'elle a disparu au mois de juin. Au mois de juin, oui, 1519. 1519. 1519. Ouais. Alors elle était qui, cette dame-là? Pourquoi on l'appelait la scandaleuse? Alors c'est étrange, parce que je vais le résumer en disant c'est la fille du pape. Donc ça peut déjà faire bizarre. Ça fait bizarre, mais à l'époque, les papes, bien sûr. Oui. Ah, oui, tout à fait. Alors, autant que son père, qui était donc le pape Alexandre VI, que l'on va voir dans un instant, avait eu 3 enfants avant d'entrer dans les ordres, puis 4 enfants en tant que cardinal, et il a eu 2 enfants comme pape. Donc 4 et 3, 7 et 2, 9, ça fait 9 enfants pour ce mais pape. Mais c'était répréhensible à l'époque, et de toute façon, qui pouvait lui reprocher? Eh bien, puisqu'il était lui, le chef de l'Église. Absolument. Et vous allez voir qu'il va en jouer en plus. Alors, c'est une famille d'origine espagnole, Borja. Il faudrait faire la rota, c'est B-O-R-J-A à l'origine. Borja. Ils viennent d'Espagne. Ils ont traversé une partie de la Méditerranée, ou bien sont-ils passés par les Alpes, allez savoir, les Pyrénées et les Alpes. En tout cas, ils sont arrivés en Italie, où là, il va le premier, l'oncle de notre pape, était déjà pape, est devenu pape à son tour. Donc, vous voyez, on est pape d'oncle en neveu. Et puis alors après, une fois qu'Alexandre VI est au pouvoir, alors là, c'est son fils, César Borgia, qui va défrayer la chronique, prendre le pouvoir. Son père, le pape, va l'installer à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il va devenir le chef militaire du Vatican. Donc il va tout faire pour étendre le territoire du Vatican et étendre le pouvoir du pape. Et puis il y a la sœur de César, Lucrèce, la fille du pape, donc, qui, elle va être plutôt l'instrument de la politique voulue par le père et le frère. Quel rapport existait-il entre cette famille Borgia, qui régnait sur le Vatican, qui était un État, et par rapport il y avait un roi d'Italie, il y avait quoi? Non, alors l'Italie était faite uniquement de duchés et de petits... voilà, il n'y avait pas d'unité italienne, pas du tout. C'est ce que va tenter de faire César, en vain, César Borgia. Mais vous avez les Médicis qui sont à Florence, vous avez les Sforza qui sont à Milan. Vous voyez, il y a des familles qui sont qui se répartissent le pouvoir. Il n'y avait pas l'unita. Non, pas du tout. Et c'est ce que cherchait justement le pape Alexandre VI avec sa célèbre triple couronne et qui n'est plus portée aujourd'hui. Et donc cet Alexandre VI, ce Rodrigo Borgia, il va vouloir faire de sa fille un élément politique. Voilà pourquoi il va la marier 3 fois. Tenez-vous bien, William. 3 fois. Mais elle n'avait rien demandé. Alors non, le premier, elle n'a rien demandé, parce qu'elle avait 13 ans. Giovanni Sforza, qui est le neveu du duc de Milan. Là, on voit César Borgia, son frère, qui lui aussi va intervenir, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour casser ce premier mariage, en disant non, c'est pas l'homme qu'il te faut. D'ailleurs, t'as qu'à te plaindre à papa en disant qu'il n'a pas été consommé. Et on va donc prononcer la nullité du mariage. Qui est-ce qui prononce la nullité du mariage en général? C'est le Vatican. Donc c'était si facile à faire. Et à quel âge on l'a mariée là? On l'a mariée à 13 ans. 13 ans pour le premier mariage. Puis elle a été mariée à Alfonso d'Aragon. Alors un Espagnol, là cette fois c'était un véritable mariage d'amour. Elle a trouvé cet homme extraordinaire et cet homme va être assassiné par César Borgia dans son lit. Ah bon? Voilà par son beau-frère. Oui, absolument. Voilà pourquoi on les voit tous les deux. César à droite, le frère, et puis à gauche la sœur, Lucrèce. Et écoutez un peu cet extrait d'une pièce avec Guillaume Gallienne dans le rôle de Lucrèce. Tout ce qui s'anime est. Tu as raison. Il faut pourtant que tout cela change. Je n'étais pas né pour faire le mal. Je le sens à présent plus que jamais. C'est l'exemple de ma famille qui m'a entraîné. C'est l'exemple de ma famille qui m'a entraîné. C'est la preuve, une fois de plus, que Lucrèce a été l'outil de ces 2 monstres que sont son père et son frère, même si elle, bien sûr, elle a aimé certains de ces hommes, d'autres lui ont été imposés, et c'est vraiment une volonté que... vous voulez dire qu'elle n'est pas entièrement responsable de son comportement? Non, elle a un certain comportement, certes, mais en tout cas, sa vie a été complètement dirigée, et elle est décédée à 39 ans, donc très jeune, finalement. Son frère, César, est mort à 32 ans aussi. On en fait des personnages incroyables. Et la famille Borgia, ils se sont entretués Ils ont poursuivi, en tout cas, parce que les frères de César et de Lucrèce et les demi-frères ont repris le pouvoir au sein du Vatican, même si les papes ont changé et que les Borgia n'étaient plus sur le trône. Merci beaucoup pour cette lumière. L'actualité maintenant, au-delà de nos frontières, direction les États-Unis, pour rejoindre notre correspondant sur place. Il s'appelle Claude Budin-Juteau. Il s'est rendu à Miami à l'occasion de l'avant-première de ce film-là.
comédie américaine, oui, qui s'inspire avec pas mal d'humour de la fameuse série télévisée culte des années 70-80. Et il a rencontré l'un des acteurs principaux du film habillé, je sais pas, on va voir. Avant-première de Baywatch à Miami, en Floride. Appelée Alerte à Malibu en français, la célèbre série télé des années 90 la plus regardée au monde est de retour, cette fois sur le grand écran. Le rôle du chef des maîtres nageurs, Mitch Buchanan, autrefois joué par David Hasselhoff, a été repris par Dwayne Johnson, qui en tant que producteur a voulu rester fidèle à l'esprit de l'original. Just making sure that we had the spirit of the character that Hasselhoff created. Was really good at what he did, but he also took his job very serious, and that's very important. Cette nouvelle version de Baywatch, elle, ne se prend vraiment pas au sérieux, témoin la façon dont certaines caractéristiques de la série originale, comme par exemple les ralentis, sont utilisées pour s'en moquer. Why does she always look like she's running in slow-mo? You see it too? When it comes to slow-mo running, the key is you gotta do your best to look cool. Especially the girls, by the way. So anyway, you become self-aware of your walk when you're on the beach and what you're showing, and especially when you start running, what's bouncing, what's jiggling. It's a big pain in the ass. La série télé avait lancé la carrière de Pamela Anderson, dont le personnage, C.J. Parker, est maintenant joué par Kelly Rohrbach, un top modèle de Sports Illustrated. Et chacun des autres personnages clés de Baywatch a trouvé son équivalent contemporain. We really searched up and down to find the right actors for these roles, and from Kelly to Ilfenesh to Alexandra to Zac Efron, right opposite me. We had a secret weapon, I think, in Priyanka Chopra, right? She was just coming over from India. This was about 2 years ago. She has amazing ambition. So who she is in Baywatch is who she is in real life, minus the evilness. You have a standing invitation. Thank you. Whoa! Si Priyanka Chopra était une des armes secrètes, ce n'était pas la seule. The other secret weapon we had was rated R platform. That was a big secret weapon that we could really go in hard with the rated R jokes and just go for it. Damn, right? Never really heard a guy sing that song, but you're really good. Thank you. By the way, when we shower in here, we keep our suits on. Bye. Le film s'inspire évidemment beaucoup de la série télé qui pouvait se targuer d'avoir plus d'1 milliard de téléspectateurs par semaine dans le monde entier. Un public sur lequel les producteurs veulent compter tout en attirant une nouvelle génération. When you take the premise of Baywatch, the beauty of it from the 80s, it still plays today. Even if we weren't making a movie, the premise of the lifeguard community saving lives and kicking ass and being sexy because they're on the beach, that happens in beaches all across the world. Baywatch, Alerte à Malibu, renvoie donc à une imagerie sexy, mais aussi à tous les clichés et les mauvaises blagues d'une comédie qui ne recule devant rien. Dommage, la parodie aurait gagné à être un peu plus subtile, mais les fans de Dwayne Johnson, eux, ne seront pas déçus. Ah ouais. Ta fille bien télo, hein, il faut quand même le savoir. On commence par le foot, c'était hier soir, avec cet hommage, effectivement, aux victimes en France et en Angleterre, aux victimes des attentats. Exactement, mais on va vous parler du match, William. Surtout, alors, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé pour les Français qui vont pouvoir partir en vacances avec le sourire. Voilà, et rassurés. Ils ont pu rassurer parce qu'ils avaient perdu, je vous rappelle, vendredi face à la Suède, c'était en éliminatoire du mondial. Cette fois-ci, c'est bien passé, ils ont pu compter sur leurs jeunes. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé. Voilà, les soirées qui commencent pourtant mal avec l'équipe de France qui encaisse un but dès la 9e minute. Harry Kane qui ouvre le score face à Hugo Lloris, son coéquipier de Tottenham. Avant la demi-heure de jeu, c'est Umtiti Samuel et son prénom qui permet à la France de revenir au score. Le défenseur du Barça s'offre son premier but en bleu. Premier but en sélection également pour Djibril Sidibé. Le monégasque permet à la France de mener 2-1 à la pause. À la reprise, Raphaël Varane va commettre une petite boulette, il fauche son adversaire Dele Alli dans la surface. La vidéo le confirme et le Français est expulsé. La France qui va jouer à 10 contre 11. Harry Kane, encore lui, transforme le pénalty. Ça fait 2-2. Et en fin de rencontre, Mbappé va décaler pour Dembélé et qui débloque son compteur de buts avec la France et qui s'impose. Donc la France 3-2. Prochain match pour les Bleus le 31 août face aux Pays-Bas
en éliminatoire de la Coupe du Monde. Une autre équipe de France, William, celle de rugby des moins de 20 ans, battue en demi-finale du mondial. Ça se passe en Géorgie. Les Bleus, ils sont en blanc et ils ont été dominés 39-26 par les All Blacks Juniors, 5e essai néo-zélandais de ce garçon qui s'appelle Oumua. Pas facile à prononcer. Elle a moins de 20 ans, donc il a peut-être 19 ans. Oui, plutôt beau bébé. Il a moins de 20 ans. Oui, il a moins de 20 ans. Ils ont tous moins de 20 ans. On dirait qu'il a le double. Oui. Et en finale, ils vont affronter les Anglais et la France sera face à l'Afrique du Sud pour la 3e place. Oui, ils sont. Ils sont Vous avez vu ces papiers? Vous êtes sûr? Je vais vérifier sa date de naissance. Bon, qu'est-ce qu'on a du tennis, parce que Wimbledon, c'est dans 20 jours. Donc, c'est le gazon. Maintenant, on a terminé la terre battue. Le gazon, et c'est notamment à Stuttgart, en Allemagne, avec pour son entrée en lice dans son 18e tournoi de l'année, Benoît Paire, 49e mondial, qui débute bien sur l'herbe allemande. Le Français, éliminé au premier tour à Roland-Garros, a battu hier le Serbe Troicki. 6-4, 6-4. Jérémy Chardy, lui, passe aussi au deuxième tour. Le tricolore qui est en bas de votre écran, 80e mondial et qui a atteint les 32e de finale porte d'Auteuil, s'est défait hier de Florian Meyer. L'Allemand, 7-6, 4-6, 7-6. Et une défaite, en revanche, côté tricolore, défaite de Pierre-Hugues Herbert, éliminé par Tommy Haas, l'Allemand désormais 302e mondial, et qui affrontera Roger Federer, qui fait son retour. Vous savez qu'il a loupé la saison, il a plutôt arrêté, il a fait un petit stop pendant sa saison de terre battue. Ça, c'est Renaud Lavillenie qui a gagné le concours en Finlande de la 5e étape du challenge mondial de la Fédération internationale. Concours de saut à la perche, bien sûr, c'est sa spécialité, il est recordman du monde. Il s'est arrêté à 5,80 m au 3e essai. Il a tenté 3 fois à 5,91 m. Ça n'est pas passé pour le vice-champion olympique des derniers JO de l'été dernier. Pas mal, ça. Ouais, mais il est à 5,80 m en ce moment. Voilà. Il est sur une constante. Mais quand on les voit comme ça en lentille, il y a ça au-dessus. Oui. Mais bon, après, il a retenté à 10 cm plus haut. Ça n'est pas passé 10 cm plus haut. Bon, il y a du basket aussi. Il y a du basket avec la finale de Pro A. Ça se joue au meilleur des 5 matchs. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 5 matchs maximum. Oui, meilleur des 5 matchs. Ce matin, c'est le café qui fait ça, William. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, oui. C'est Chalon face à Strasbourg, William. Non, je vais articuler. Regardez, l'élan Chalon en blanc qui accueillait les Strasbourgeois pour ce match 1. Et les Chalonnais, en quête d'un deuxième titre national après celui décroché en 2012, ont gagné 89-75. Lance Harris s'est offert 32 points lui seul. Il a conclu par un beau dunk. Prochain match, ce sera jeudi. Tour de Suisse, première grosse difficulté dans cette 4e étape. Montée finale à Villars-sur-Olon. Victoire en solitaire de l'Américain Varbas. Le nouveau leader, c'est l'Italien Caruso. Voilà pour le cyclisme. Et de la solitaire du Figaro, William. Parce que c'est arrivé cette nuit. La deuxième étape entre Riron et Concarneau. 3 jours, 9 heures et 33 minutes pour le vainqueur Adrien Hardy après 780 km de mer. Il devance Erwan Tabarly de seulement 44 secondes. Et Hardy s'offre sa 4e victoire d'étape en 9 participations. Nicolas Lunven reste leader du général. Prochaine étape, jeudi. Et pour terminer, William, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'idée de remonter un tremplin de saut à ski. Voilà, ça s'appelle le Red Bull 400. Ça se passait à Courchevel, le tremplin olympique K120. Piste inclinée de 36 degrés avec 185 mètres de dénivelé positif. C'est une course sèche de 400 mètres. Voici, comme ça, à la verticale. Il y avait 760 courageux qui ont tenté un chrono. Le vainqueur chez les hommes s'appelle Thibaut. Oui, c'est exactement ça. Barognan, 3 minutes 27. Et chez les femmes, Axel Mollaret en 1 minute de plus. Ça fait chauffer les mollets. Ouf, pas mal, hein? Ils sont obligés de faire ça, non? Oui, ils s'inscrivent. C'est du plaisir. C'est le week-end, c'est dimanche. Juste comme ça, pour se détendre un peu. L'actualité de l'emploi maintenant. Alors, l'emploi dans la grande distribution. Vous savez que depuis les années 60, se sont développés des magasins qui appartiennent à la distribution spécialisée. Vous savez, ces magasins où on vend que des outils de bricolage, d'autres c'est de l'électroménager, d'autres encore des produits culturels. C'est un secteur en plein développement et on va le redécouvrir avec Sophie Pignal. C'est en 1931 que l'on voit apparaître en France le premier supermarché. Son nom, Prise Unique. Depuis, la grande distribution n'a cessé de se développer et dans les années 60, des enseignes spécialisées comme la Fnac, Castorama ou encore Conforama ont fait leur apparition. Regardons la carte. Le secteur de la grande distribution recrute sur toute la France. 68% des emplois s'adressent à des personnes sans diplôme ou peu diplômées. 87% sont des CDI. Et ce matin, nous allons nous intéresser à l'emploi dans la grande distribution spécialisée avec Leroy Merlin, leader en France sur le marché du bricolage et de l'amélioration de l'habitat,
Zadig et Voltaire, marque française de prêt-à-porter créée en 1997. Ocaïdi, enseigne de vêtements pour bébés et enfants. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Adolphe Leroy et Rose Merlin ouvrent un stock américain de matériel militaire. Puis, fort de leur succès, ils proposent dans leur magasin des maisons vendues en kit et d'autres matériaux de construction, marquant ainsi la naissance du groupe Leroy Merlin, devenu depuis le leader en France sur le marché du bricolage et de l'amélioration de l'habitat. L'entreprise compte aujourd'hui 137 magasins et recrute chaque année 2000 personnes. Des employés logistiques, des conseillers de vente, des hôtes et hôtesses service client, des responsables de rayon, des chefs de secteur. D'autres postes, sur des fonctions support, sont également proposés. Fan de littérature, Thierry Gillier a souhaité mettre à l'honneur Voltaire en associant à sa marque le prénom du personnage du roman Zadig ou La Destinée. C'est ainsi qu'en 1997, le petit-neveu du cofondateur de l'entreprise Lacoste crée la marque Zadig et Voltaire, bien connue des amateurs de pulls en cachemire. Elle est aujourd'hui présente dans 40 pays et compte 315 points de vente. Côté recrutement, le groupe recherche des conseillers de vente et forces de vente en région parisienne, ainsi que des adjoints et responsables de boutiques à Paris. Des postes sont également à pourvoir au siège, au sein du service comptabilité et au sein du service informatique. C'est l'univers de l'enfant qui séduit Jean Duforest lorsqu'il décide en 1996 de lancer Ocaïdi. Depuis, plusieurs marques ont rejoint l'enseigne et constituent ID Kids Community, un regroupement de produits et de services pour les enfants de 0 à 14 ans. En 20 ans, le groupe est passé de 30 à 1100 magasins, toutes marques confondues. Il est présent dans 70 pays et est devenu leader dans le prêt-à-porter pour enfants. 2017 devrait voir la création de 30 nouveaux magasins. L'enseigne recherche donc des directeurs régionaux, des responsables de magasins, des conseillers de vente, tous en CDI, tous passionnés par la vente et sensibles à l'univers de l'enfant. Des postes de comptables, de gestionnaires achats et d'informaticiens sont également à pourvoir. Vous souhaitez postuler à l'une de ces offres? Eh bien, rendez-vous sur le site de Télématin. Notre partenaire Météo Job vous indiquera la marche à suivre. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Allez, on va rejoindre notre correspondant permanent à Bruxelles, Valérie Lerouge. Il va vous parler d'un domaine dans lequel la Belgique excelle. Encore un, figurez-vous, c'est le tri sélectif. Alors, elle est même leader en Europe. Et de loin. Alors, pourquoi nos voisins belges sont-ils plus exemplaires? Et puis, surtout, comment s'y prennent-ils? Et Valérie va vous répondre. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, ici, 87% des emballages sont recyclés contre moins de 70% en France. Car le tri sélectif est vraiment entré dans les mœurs depuis 10 ans. Dans les cuisines, par exemple, ce ne sont pas 2 ou 3 sacs de couleurs différents, mais 6 sacs, le jaune, vert, orange, pour le compost, les plastiques, le papier, les déchets verts. Et en ce qui concerne le verre, eh bien, il y a plusieurs containers pour verre transparent, pour verre coloré et surtout, ça va vous rappeler des souvenirs, William, et à moi aussi. Il y a toujours les bouteilles consignées, comme en France, jusque dans les années 80. On ramène ces bouteilles de bière vides ou bouteilles de vin chez le commerçant. Et toute la filière est organisée pour cela, les distributeurs de boissons, les brasseries notamment. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Nicolas Carvalho et Jeroen Mortier. Chaque semaine, quand ce Bruxellois se débarrasse de ses bouteilles, il ne le fait pas dans un gros conteneur comme en France, mais dans cette machine qui récupère le verre consigné. Il y a un scan qui les reconnaît. Et à partir du moment où c'est bon, elle les comptabilise. Et puis à la fin, elle me dit combien il y en a. Et elle me donne le montant. Je reçois le ticket, je vais avec le ticket à la caisse. Et soit c'est déduit de mes achats, soit il me donne le liquide directement. Pour récupérer 3,30 € parce que c'est écologique. Dans l'arrière-boutique, les récipients sont triés un à un, puis rassemblés dans des caisses, avant d'être retournés à l'envoyeur, dans les brasseries. Des montagnes de verre. 98% des bouteilles de cette marque, vendues en Belgique, sont ramenées à l'usine par les camions de l'entreprise. Au moment où on livre les grands magasins avec de la bière dans les casiers, on récupère des casiers avec les vidanges. Ici, la moitié de l'usine est consacrée au recyclage des bouteilles. 280 000 sont traités chaque jour. Sur le tapis, il faut distinguer les verres de la maison et ceux des concurrents, car on préfère laver sa vaisselle en famille.
La machine qui se trouve ici va nous permettre de trier les bouteilles qui sont chimées de celles qui ne sont pas chimées. Donc ça veut dire qu'ici, à un rythme de 40 000 bouteilles à l'heure, les bouteilles vont passer et tout ce qui ne sera pas chimé va être évacué de la ligne. Ça va nous permettre de les renvoyer vers les autres brasseurs et de ne laver et ne remplir que nos bouteilles. Direction la douche. Une laveuse qui envoie de l'eau à 80 degrés et à haute pression. Une bouteille connaîtra ce rituel entre 20 et 30 fois dans sa vie. Ça nous permet justement de faire des économies, d'une part au niveau financier et aussi au niveau de notre impact énergétique au niveau de l'environnement. Ça, c'est indéniable. Ça consomme nettement moins d'énergie de laver une bouteille que de la reproduire et de faire chauffer des fours. La brasserie mise plus que jamais sur la réutilisation de ces bouteilles. Elle a prévu d'investir plusieurs millions d'euros dans des laveuses plus modernes et moins gourmandes. Valérie, je vais quand même profiter de votre présence pour vous poser la question. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Est-ce que vous savez pourquoi on ne consigne plus les bouteilles en France ? D'abord à cause de la montée en puissance dans les années 80 de la bouteille en plastique. Alors ici aussi, mais en France, on a plutôt misé sur le tout jetable. Et puis vous l'avez vu, c'est une grosse logistique. Il faut collecter les bouteilles, les transporter, les stocker. Ça coûte cher. En France, on a préféré récupérer le verre cassé pour le refondre dans des fours très énergivores à 1500 degrés. Alors on y revient. À la consigne de bouteilles, il y a de nouvelles expériences, tant actuellement dans le Var, dans le Jura ou dans les Hauts-de-Seine, qu'ils viennent voir ici comment ça se passe, parce que ça se passe plutôt bien. Merci beaucoup Valérie, à bientôt cette semaine. C'est le journaliste, certes, mais c'est l'amateur de football que nous accueillons ce matin à cette heure-ci, l'ancien avançant du Racing Club de Meknès. On va vous parler. Le CODEM, ça s'appelait. Club Omnisport de Meknès. On va commencer par donc du foot. Non, mais il y a pas quelque que chose ça. Oui, il n'y a pas que ça. Oui, de quoi a besoin un sportif de haut niveau ? Il a entre autres besoin d'avoir le moral, d'être en confiance, et les joueurs de l'équipe de France de foot ont fait ce qu'il fallait hier pour ça en battant l'Angleterre 3-2. L'été sera donc psychologiquement plus tranquille avant les Pays-Bas fin août. Leur point fort hier, ce fut leur jeunesse remuante, celle notamment d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé qui ont les honneurs de l'équipe ce matin. Alors, vous connaissez la malice de l'équipe, vent de fraîcheur, oui. Footballistiquement, il n'y a rien à dire, mais tout ça est évidemment pensé en écho à l'actualité politique au moment où l'on fait de savantes projections sur ce que sera la future Assemblée nationale. Qu'il y a une passerelle. Ah, il y a plus qu'une passerelle, je les connais par cœur. Entre ces jeunes de l'équipe de foot de France et puis ces jeunes députés qui vont démarrer, là. Oui, enfin, il y a une passerelle dans l'esprit de l'équipe qui fait un clin d'œil à l'actualité politique et qui titre « Vent de fraîcheur ». Donc, en préambule à cette fameuse Assemblée nationale qu'on nous annonce comme très macronisante. Alors sinon, de moins en moins macronisante, vous avez les unes de Libération. Le journal s'inquiète plus que jamais de la future loi travail et, ce faisant, persiste et signe les pistes de réforme qu'il dévoilait la semaine dernière et dont nous avons parlé ici même sont bien sur la table de la concertation. Mais, pour l'heure, ce n'est pas la loi travail qui est sur la table du Conseil des ministres, mais celle de la moralisation de la vie politique. Et elle est portée par qui ? Par François Bayrou, ci-devant garde des Sceaux, qui se fait gentiment atomiser ce matin dans le Parisien pour ses joutes avec le Premier ministre et ses pratiques avec la presse. Monsieur Bayrou, n'appelez plus les journalistes pour vous plaindre de leur travail. Ils font leur travail. Voilà. Alors il ferait mieux, François Bayrou, d'appeler sa collègue Agnès Buzyn, ministre de la Santé, pour voir s'il ne pourrait pas nous concocter un projet de loi paritaire et égalitaire sur la santé. Alors je m'explique, je suis tombé sur ce titre. Sommes-nous moins bien soignés, et ES, que les hommes ? Et vous allez voir que c'est assez stupéfiant ce qu'on apprend dans le magazine Femmes majuscules. D'abord, il faut savoir que les différences liées au sexe existent dans chacune de nos cellules, qu'il s'agisse du foie, du cœur, des vaisseaux, des reins, des seins et pas seulement dans les organes reproducteurs. Et si vous prenez deux hommes, leur patrimoine génétique est quasi identique, à 0,1% près. En revanche, si vous prenez un homme et une femme, la différence génétique est 15 fois supérieure. Donc, on est différents et le problème, c'est que... 15 fois supérieur en faveur de qui ? Non, 15 fois supérieur à 0,1%. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a 15 fois plus de différence. Et le problème, c'est que tout en matière de santé est conçu pour les hommes. Exemple, prenez la maladie d'Alzheimer. Elle est souvent diagnostiquée tardivement chez les femmes parce que les tests de mémoire sont conçus pour les hommes.
Oh. Oui. Prenez les recherches en laboratoire. Le plus souvent, les tests sont effectués sur des animaux mâles. Même chose pour les essais cliniques de médicaments. En conséquence, les effets secondaires sont 2 fois plus nombreux et bien plus sérieux chez les femmes que chez les hommes. Il y a quand même une explication à cela, c'est pas de la discrimination gratuite, hein. L'explication, c'est que les hommes sont plus faciles à étudier parce qu'ils n'ont pas de cycle hormonaux. En tout cas, pas comme les femmes. Mais tout de même, quand une femme consulte et qu'elle a mal à la tête quelque part, à la tête, au dos ou n'importe quoi, on lui dit souvent, c'est dans la tête, madame. Moult témoignages dans ce sens dans le dossier intéressant et surprenant de Femmes majuscules. Mais un dossier qui ne nous explique pas l'essentiel. La femme est peut-être moins bien soignée que l'homme, mais son espérance de vie est quand même supérieure. Alors, moins bien soignée, et c'est peut-être plus cher, du coup, parce qu'elle y va plus souvent. Également, bien sûr. Eh oui. Alors l'enjeu à l'avenir, c'est une médecine donc plus équitable, une médecine dite différenciée. On en parlera, je pense, dans les mois et les années qui viennent, c'est-à-dire une médecine qui prend en compte les différences biologiques entre les hommes et les femmes. La France n'est pas en avance sur le sujet, alors que dans d'autres pays, on travaille déjà là-dessus. Les États-Unis, le Canada, Israël, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l'Italie progressent déjà dans ce domaine et nous montrent donc la voie. C'est un dossier à lire dans Femmes majuscules. Merci beaucoup. Allez, l'actualité du théâtre, du spectacle vivant avec Jean-Philippe Viaud. Nous avons choisi cette semaine une création. Donc c'est original et c'est drôle, c'est une comédie. Alors, qui se moque des clichés culturels, vous allez reconnaître ça dans quelques instants. C'est même assez délirant et c'est très rafraîchissant en cette période-là. Oui, en effet, si avec les beaux jours vous êtes de passage dans la capitale, un petit peu de bonne humeur théâtrale peut mettre du piquant dans votre soirée. C'est en tout cas ce qui vous attend avec cette amusante comédie colorée qui s'intitule « Ça coule de source ». Créée par Louis-Michel Collat et mise en scène par Marion Sarraute, cette cocasse création est interprétée par une troupe de 5 dynamiques comédiens prêts à tout faire pour ne pas voir le temps passer. Ça se joue au Théâtre de la Gaîté. Citez-moi le texte de loi qui interdit de parler avec un accent togolais. Sonnez-moi l'ambassade de la République de Togo immédiatement. Votre attitude raciste est scandaleuse. Je suis 400 en règle. Je ne vous crains pas, hein. La loi est de mon côté. C'est un testament et tout le monde souhaite toucher ce testament. Autour de cet enjeu de testament, toutes les couleurs de la planète sont représentées. On a un noir, une beurre, une asiatique, un blanc, et vous allez savoir pourquoi ils viennent se retrouver venant chacun de leur coin de la planète. Si la nièce refuse l'usufruit, j'ai trouvé la solution. Le bail verbal. Le bail verbal? Oui. Le fait que vous restez dans l'appartement sans payer le loyer. Mais s'il est verbal, comment tu prouves son existence, toi aussi? Eric S'il est verbal, comment prouve-t-on son existence? Les 5 personnages de la pièce représentent tous des clichés, mais l'avantage de la pièce, c'est que justement, il déjoue ces clichés-là. Ne valait pas la vie d'avant, car un vélo, quand il y a du vent, en évader, c'est évident. Et l'évadé du Nevada a pédalé dans la vallée, et l'évadé a dit, là, je vois comment vous voulez, car toute l'eau qui m'a lavé m'a dégoûté de m'évader dans la vallée du Nevada. Et voilà. Vous êtes une Au Togo, on dit, c'est l'amour qui passe. Sur la scène, la pièce fait mouche à chaque réplique. L'auteur souffle le pire pour mettre en évidence le meilleur de chacun. Et au cas où ça ne coulerait pas de source, il pousse la caricature à fond pour mieux faire réagir face aux préjugés et racisme ordinaires. Fais les choses dans l'ordre. Avant de commettre un adultère, commence déjà par consommer avec celle que tu veux tromper. Là où l'auteur Louis-Michel Collat est très dans son époque, c'est qu'il a senti qu'en ce moment, on avait besoin à la fois d'esprit de tolérance et d'humour. L'humour et la comédie sont sans doute une des meilleures armes pour désamorcer et pour dégoupiller les clichés ou les a priori qu'on peut avoir les uns sur les autres. Je n'ai pas envie d'être désagréable. On ne le croit pas. Si un serpent vole une bicyclette, c'est qu'il a trouvé le moyen de pédaler sans les pieds. On dit que c'est très mal élevé de refuser un cadeau. Et chez vous, on dit quoi? Que c'est en suivant l'abeille qu'on trouve le miel. C'est une pièce évidemment avec un quiproquo qu'on va essayer de dénouer avec le public. Mais il y a quand même un message derrière. C'est d'abord la comédie, tout en dénonçant les clichés du racisme. Et d'ailleurs, on est très très fiers parce que SOS Racisme parraine la pièce. Je suis ravie de vous rencontrer. Alors comme ça, tu bosses dans un institut de massage? Bah... Comment t'as deviné? Évidemment, il ne faut pas chercher midi à 14h en allant applaudir Ça coule de source, mais plutôt se laisser aller tout simplement au rythme cadencé des insolites proverbes togolais qui surgissent au fil de la pièce. Ici, les diversités en voient de toutes les couleurs. Elles nous font rire avec tout le recul et le bon esprit nécessaire au sujet. Un propos d'ailleurs, bien sûr, à prendre au 10e degré.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très bientôt. Ça s'appelle Ça coule de source, vous venez de le lire. C'est au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris, si vous passez par là. Mais d'abord, les 4 vérités. Et Caroline Roux reçoit ce matin François Lamy. Alors François Lamy, il a été balayé dès le premier tour de ces législatives dans le Nord, dans une circonscription plutôt acquise au Parti socialiste. Et dans un tweet grinçant que vous avez forcément vu passer, il a tout simplement remercié François Hollande et Manuel Valls pour ces moments. Bonjour François Lamy. Bonjour. Alors on l'a commenté, votre tweet de dimanche soir dans lequel vous disiez merci pour ces moments à Manuel Valls et François Hollande. C'est donc de la faute de Manuel Valls et du président de la République, de l'ancien président de la République, si vous avez perdu? C'était pas si j'ai perdu, parce que c'était pas un réflexe de mauvais perdant. Honnêtement, je vais vous dire la vérité. Je fais de la politique depuis longtemps. Je savais que je ne gagnerais pas. Voilà. 3 semaines avant l'élection, j'ai bien vu ce qui se passait, et je l'ai vu après, surtout l'élection présidentielle. Mais c'était un coup de colère. Un coup de colère parce que j'ai vu tomber ce soir-là des collègues, ceux qui avaient bien travaillé, ceux qui n'avaient pas travaillé, ou moins, des élus locaux qui étaient ancrés. Tout ça a été totalement balayé. Et je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Après, la formation va vite ces temps-ci. Donc on a tendance à oublier le passé. Mais enfin, il y a 5 ans, on avait tout. On avait la majorité à l'Assemblée nationale, on avait la majorité au Sénat, on avait les régions, les départements, les villes et ainsi de suite. Et on en a fait quoi? Et moi, ma crainte, c'est que finalement, alors, dans le pire des cas, on dise, voilà, c'était la faute des frondeurs, ça c'est facile. Ça, on l'entendra. Oui, on l'entendra. Et vous pouvez même en tirer les leçons. Dans le pire des cas, c'est qu'on dise, finalement, c'est la faute à tout le monde. Donc c'est la faute à personne. Voilà. Ça veut dire quoi, c'est la faute à tout le monde? Ce sera la faute d'une classe politique qui, à un moment donné, n'a pas obtenu c'est la résultat. faute un peu au président, c'est la faute un peu au Premier ministre, c'est un peu la faute à tout le monde. Donc, voilà, écartons tout ça. Voilà. Et moi, je crois qu'on ne construit pas l'avenir si on n'analyse pas correctement le passé. Sans aigreur, moi, c'est pas le acrimonie contre tel ou tel. Le but du jeu, c'est quand même de réfléchir pourquoi la gauche, après 5 ans, finalement, s'est retrouvée dans cette situation où, dimanche prochain, dans le meilleur des cas, on aura 15 députés, dont une dizaine auront été choisis par le président de la République actuelle. Voilà, et dans le pire, on aura 0. Donc ça, c'est la faute du bilan. C'est ça que vous voulez dire? Il y a en partie, il y a des causes structurelles à l'état de la gauche. On ne fait plus de la politique de la même façon. Peut-être qu'il faut qu'on réanalyse notre projet en fonction du nouveau monde dans lequel nous sommes. Mais il n'y a pas que ça. Ça fait combien d'années que vous faites de la politique, François Lamy? Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Ça fait combien d'années qu'on dit aux socialistes, vous avez perdu le vote populaire, vous n'avez plus ce lien avec le terrain? Ça, c'est pas la faute de François Hollande, c'est la faute de votre logiciel, c'est la faute de votre manière de faire de la politique. C'est à la fois la faute de notre logiciel, certainement, mais c'est aussi, effectivement, la faute des précédents gouvernements. Moi, j'ai été ministre de la Ville. J'ai travaillé sur ces questions de pauvreté. J'ai expliqué à l'époque que c'était un cancer qui dévorait la France. Bon. Et on vous a pas écouté? On m'a écouté, mais il ne s'est rien passé. Bon, rien passé ensuite, si. On m'a remercié du gouvernement 3 semaines après. Bon, donc voilà. Et cette question de la pauvreté, on s'est attaqué de manière, cosmétique. Voilà. Alors que c'était ça qui manquait précisément. Une fois qu'on a dit c'est de leur faute, qu'est-ce qui manquait? Il n'y a pas que ça. Ce qui a manqué d'abord, surtout, c'était le fait qu'on a fait une politique sur laquelle on n'avait pas été élu. Vous savez, moi, j'ai croisé samedi une personne, 1 200 € par mois. Elle me dit, mais moi, je l'ai cru à votre slogan. Le changement, c'est maintenant. Et ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé pour moi. Alors je vous aime bien, vous les socialistes. Voilà. J'ai toujours voté pour vous. Cette fois-ci, je ne voterai pas. C'est ça mon problème. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste, parfois, d'être battu par des novices, des gens que vous voyez débouler dans les circonscriptions, qui n'ont jamais fait de politique, parfois, et qui ont l'étiquette En Marche, et qui sont élus, et qui balayent des années de carrière politique, sincèrement? C'est surtout injuste quand ces nouveaux sont en fait des anciens recyclés, pour une partie d'entre eux. Voilà, des anciens socialistes qui n'ont pas réussi à progresser dans l'appareil socialiste, ou des gens qui étaient dans la circonscription voisine de la mienne. La candidate a quand même quelques problèmes avec des mensonges qu'elle a fait, C'est pas du vrai renouvellement, ça, vous voulez nous expliquer? Tout ça est élu quand même, quoi. Bon. Est-ce que parfois vous reconnaissez collectivement des erreurs sur la manière de faire de la politique? Le message qu'ont envoyé les Français, il est sévère, il est clair. Il voulait changer de tête et il voulait aussi changer de pratique. Oui. Ah mais ça, bien sûr, moi je crois qu'il faut qu'on change tout.
Et moi, par ailleurs, à mon âge, je participerai à ça, mais il y a une nouvelle génération à faire monter et qu'il faut peut-être que l'on accompagne, entre guillemets. Voilà, il faut que mes convictions et mes valeurs, elles sont toujours réelles, elles sont toujours présentes. Bon, mais c'est évident qu'il faut qu'on change tout du sol au plafond. Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut sauver le Parti socialiste? Oui. Qu'il faut le sauver? Il ne faut pas sauver le Parti socialiste. C'est un outil, le Parti socialiste. Il faut sauver cette gauche qui a envie de gouverner, mais qui n'oublie pas de transformer quand elle arrive au gouvernement. Et je pense que ça a été ça, un de nos problèmes. Vous pouvez dire sur les 36, on peut dire les congés payés, sur 81, on peut dire la peine de mort, on peut dire la retraite à 60 ans, sur Jospin, on peut dire la CMU, les 35 heures. Moi, mon problème, c'est que sur les 5 dernières années, finalement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on me disait? Quelle est la loi emblématique qu'on a retenue? La loi de transformation. Eh bien, il n'y en a pas eu. Si, il y en a eu, oui. C'est la loi travail. Voilà. Oui, vous pourriez dire aussi le mariage pour tous? Oui, mais le mariage pour tous, ça concernait... sur les valeurs, c'est important? Tout à fait, c'était important. Mais c'était une petite partie de la population. La grande loi de transformation qui aurait pu bouger les choses structurellement pour la majorité des Français, finalement, elle n'a pas eu lieu. Et ça se résume par cette phrase en disant, finalement, ça va un peu mieux qu'avant. Et quand la gauche vient au pouvoir, ça ne peut pas être uniquement pour aller un tout petit peu mieux qu'avant. Est-ce que vous aimeriez un mea culpa de François Hollande? Non. Il paraît qu'il a passé des coups de téléphone pour... C'est pas mon sujet. J'aimerais bien un débat, une discussion. J'en ai eu beaucoup avec le président de la République. Bon, c'est un fin analyste de la vie politique. Bon, j'aimerais bien qu'on puisse débattre tranquillement de cela, mais en même temps qu'on ne dise pas tout d'un coup, bon, allez, c'est fini, c'est balayé, on va passer à autre chose, quoi. Très vite. Il faut combien de temps pour sauver le PS? Ça va être long, là? Ça mettra du temps, oui. Ça mettra du temps. Plusieurs années? Ça mettra plusieurs mois, plusieurs années. Pas que le PS, hein. La gauche. La gauche. L'ensemble de la gauche. François Bayrou présente ce matin une loi de moralisation de la vie politique alors qu'il doit se justifier sur l'emploi présumé au MoDem d'assistants parlementaires qui auraient été payés donc, par le Parlement européen et qui travaillaient au MoDem. Ça abîme ce texte présenté aujourd'hui? Ça pose un problème, évident. Ça pose un problème évident et on le voit bien. Voilà, celui qui est garant de la justice, celui qui est quand même encore le chef du parquet, va se retrouver finalement à défendre une loi alors qu'il y a on va dire, des présomptions assez fortes sur la rémunération des permanents du MoDem, quoi. Donc il faut qu'il y ait une clarification rapide, c'est comme ça que vous le diriez? Je pense que ça diriez? serait bien que tout ça se clarifie, oui. Un dernier mot. Vous êtes au chômage, là, François Lamy? J'ai plus de travail. Vous allez faire quoi? Je vais tâcher d'en trouver un, quoi. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus évidente quand on a 57 ans et qu'on a fait beaucoup de politique dans sa vie. Enfin, ça fait partie de, entre guillemets, des risques des métiers. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont démissionné de la fonction publique, mais pas comme Bruno Le Maire en parlait, il y a 25 ans. Voilà. Mais ça vous inquiète ou pas? C'est un peu angoissant, mais ça fait partie du boulot, quoi. Merci beaucoup, François Merci Lamy. à C'est à vous, William. Merci. Reste des heures à regarder la mer, le cœur abasourdi. Est-ce que Alain Barrière était de Pornic? Pas sûr, ça. Hein. Non. La Trinité-sur-Mer, peut-être. Non, non plus. Carnac. Alain Barrière. Pourquoi on vous parle de breton? Parce que il s'agit de thalasso. Alors vous savez que la thalasso, c'est comme la navigation de compétition. C'est-à-dire que c'est la course à l'armement. Qu'est-ce que ça veut dire la course à l'armement? Ça veut dire qu'il faut sans arrêt s'équiper avec les dernières innovations pour être à la pointe de son domaine. Le domaine en question, c'est la thalasso. Et bien, à Pornic, ils ont compris ça. Ouais. Alors maintenant, ce sont des instruments. C'est difficile à comprendre, l'instrument, où il faut avoir fait maths spé. Oui, là, moi, je regrette de ne pas avoir fait maths sup ou maths spé, justement, ou physique pour comprendre un petit peu le fonctionnement de tous les appareils qu'on a vus à la thalasso de Pornic. Ce sont des appareils, en fait, dont le but est d'évaluer ou de faire une meilleure évaluation du bilan de santé des curistes. Alors, tous ont un point commun, c'est l'analyse énergétique de votre corps. Vous savez que chaque cellule de notre corps émet une fréquence, fonctionne sur une onde. Eh bien, il y a un appareil qui évalue vos champs vibratoires. Il est basé sur l'analyse des fréquences de nos tissus, des tissus humains. Il y a un autre appareil qui fait en 40 secondes un bilan nutritionnel pour évaluer vos carences, notamment en oligo-éléments. Et enfin, un autre appareil propage de la lumière. Alors, c'est un peu de la science-fiction. Bienvenue à Gattaca. Eh bien, cet appareil propage à Gattaca. Vous vous rappelez du film avec Ethan Hawke, Bienvenue à Gattaca, c'était le 21e siècle. Eh bien, là, nous y sommes entrés. Tout le monde s'en souvient? Bon, très bien. Ça a marqué pas mal à l'époque. Une génération, peut-être. Oui. D'accord.
Eh bien, un autre propage donc de la lumière et active nos cellules. Vous mettez un casque un petit peu bizarre. Alors, nous sommes allés à Pornic. Une fois qu'on sait tout ça, on vous soigne mieux. On évalue un peu vos dysfonctionnements. Soigner la thalasso n'a pas vertu de soigner, mais on évalue vos dysfonctionnements pour après entreprendre des traitements. Direction Pornic. Vous allez devoir porter ce casque dans ce sens. L'appareil va se calibrer et on va pouvoir débuter le scan. Ce scanner part du principe que l'organisme possède une fonction énergétique et en particulier chaque organe est différencié au point de vue énergétique. On peut également analyser le potentiel énergétique des cellules. Alors ça fonctionne par un système d'ondes électromagnétiques. Chaque onde va arriver en résonance avec vos organes et nous aurons une réponse de retour. On a des systèmes d'appréciation qui nous permettent de voir si la cellule est bien vivace. Là, on voit les pictogrammes jaunes qui nous indiquent une fréquence optimale, donc une énergie optimale. Par contre, quand on remonte ici, vous voyez ces petits triangles pointent en bas qui nous indiquent que là, les cellules ne fonctionnent pas sur leur fréquence optimale. Au début, elle m'a dit « vous avez de l'arthrose ». Bon, je me suis dit « tout le monde a de l'arthrose ». Et quand elle a commencé à parler de mes problèmes cardiaques, de ma thyroïde, de tout ça, elle a vraiment fait une carte exacte. Alors la thérapie par la lumière, c'est un appareil qui agit par plusieurs faisceaux lumineux et grâce à cela, on peut traiter des insuffisances. Redonner, si vous voulez, de l'énergie aussi dans ces organes. On peut agir au point de vue antalgique, on peut agir au point de vue cicatriciel et au point de vue inflammatoire. Cet appareil permet de déterminer en fait les oligo-éléments, les radicaux libres et les métaux lourds dans le sang. Et grâce à ça, ça débouche sur des réalisations thérapeutiques puisque c'est pratiqué par diététiciennes et les diététiciennes à ce moment-là peuvent donner des conseils alimentaires. On a pu rééquilibrer notre alimentation à tous les deux. Ce que j'ai remarqué, beaucoup moins de douleurs. On passe mieux aussi les hivers. Je fais pas mal de sport, de course à pied, et ça permet d'éliminer tout ce qui est courbatures et toxines et me régénérer un petit peu et retrouver un équilibre dans le sport que je pratique. Ce sauna est accouplé à un système de rayonnement infrarouge qui vient augmenter l'effet du sauna. Les indications, c'est la désintoxication de l'organisme et aussi, ça aide à perdre quelques cellules adipeuses. Thalasso, il y en a beaucoup en France. Hein. C'est même un des pays en pointe dans ce domaine-là. Vous en avez d'autres thalasso que celle de Pornic qui sont effectivement, elles, avec des traitements dans d'autres domaines spécifiques. Il s'agit de bien-être. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Et de prévention. D'accord. Merci beaucoup. Alors c'est un programme suédois, vous avez reconnu vous avez le groupe ABBA, d'accord. Un programme suédois qui a retenu votre attention et il met à l'honneur la culture. Alors c'est comme un jeu quand même, parce qu'ici on n'a pas l'habitude de ça. La culture sur des magazines plus ou moins sérieux, mais sous la forme de divertissement, c'est extrêmement rare. Alors, c'est effectivement absolument rare d'avoir de la culture, de la culture pointue sous forme de jeu, ça c'est sûr, mais le thème traité dans cette émission est encore plus rare et plus exceptionnellement utilisé à la télévision, puisqu'on parle là de musique classique. C'est un programme donc de divertissement, de culture et divertissante, consacré à la musique classique, c'est presque du jamais vu. De cette manière-là. Pourquoi ? Puisque vous avez tous les ingrédients, on va dire, du divertissement classique, un public, deux équipes qui s'affrontent, des quiz, des questions. Vous avez même des musiciens qui vont jouer quelques morceaux. Mais alors, c'est un programme consacré à la musique classique, mais plus généralement à la culture classique. Donc, on va en parler d'art et de littérature classique. Nous, on a les petits prodiges, là, vous savez, c'est bien ça aussi. Ouais. Oui, mais vous n'avez pas deux équipes qui vont s'affronter sur des réponses de culture propre à ce domaine. Alors là, comme ça, brûle pour point, on a envie de se dire, est-ce que ce ne serait pas un petit peu austère d'avoir
que de la musique classique sur un plateau, parce que vous avez aussi des gens qui vont lire des extraits de livres. Voilà, il y a un côté un peu sérieux, peut-être un peu austère. La réponse est oui. Alors, c'est vrai. Oui, quoi, c'est austère. C'est un petit peu austère. Oui, c'est vraiment embêtant. Bon, non, c'est suédois. Elle ne dure qu'une heure, parce que c'est une émission qui est diffusée à 21h, hein, donc un horaire quand même de très très grande écoute. Bon, ça pourrait l'être, mais pas tant que ça. Il faut savoir que c'est la réadaptation d'un programme à succès en Suède dans les années 70, présenté par un grand monsieur de la télévision suédoise qui s'appelait Sten Broman. Ça s'appelle Kulturfrågan Kontrapunkt. Ça veut dire question de culture, contrepoint, diffusé sur la chaîne SVT1. Regardez. Äntligen! Kontrapunkt, programmet som sedan televisionens tidiga dagar haft ett kramgrepp kring den svenska folksjälen, är tillbaka. Men det kommer aldrig bli som förr. Förr var nämligen allt väldigt mycket bättre. Frågorna var knaprigare, Sten Bromans kostymer var färggladare. Älskarinnorna var lite yngre. Så därför så skulle jag vilja hälsa alla hjärtligt välkomna till det nya frågesportsprogrammet Kulturfrågan Kontrapunkt. I 8 program framöver så kommer 4 lag att möta varandra med experter på konst, litteratur och inte minst klassisk musik. Bon, la dame, pourquoi elle est habillée années 50 Je sais pas, parce que on s'est tous posé la question. Ben oui, mais classique, musique classique, culture classique et années 50. C'est un hommage à l'émission des années précédentes. Où les couleurs étaient effectivement un petit peu plus chatoyantes. Alors qu'est-ce qui se passe après Bon, alors évidemment, là vous avez 2 équipes qui vont s'affronter. Vous allez voir que là, les participants, il faut quand même avoir du bagou pour participer à ce jeu-là. Et forcément, il faut savoir beaucoup de choses, avoir lu énormément et avoir un petit peu traîné dans les couloirs des musées. Vous avez des experts, des profs, des vrais musiciens, et puis sinon des gens comme vous ou comme Frédéric, qui voilà, passionné de musique classique. Quel type de questions avons-nous? Alors, réponse. Den tjeckiske kompositören Antonín Dvořák ska det fortsätta handla om. Han är väldigt känd för sin 9:e symfoni från Nya världen. Och den har blivit så populär att NASA har använt den för att väcka astronauter i rymden. Och därför ska det handla om rymden. Voyager 1 är den rymdsond som har färdats allra längst från jorden. Den har med sig en 12-tums guldpläterad kopparskiva med bilder, ljud och musik från jorden. Det är Bach, det är Mozart och det är Beethoven. Och sen är det också en 4:e. Jag tror att det är Sibelius Finlandia, om jag inte är felinformerad. Ja. Jag har något som sitter i bakhuvudet att det skulle vara det. Det är ert svar. Då ska vi höra vad logen har att säga. Vem vill svara? Det gör du. Jag säger Stravinsky. Tack så mycket. Vad säger domaren? Det var rätt svar. Igor Stravinsky, vår offer. J'étais à Stockholm ce week-end, c'est vrai. Ah oui, c'est pointu. Non, c'est pas Sibelius, c'est Stravinsky. C'est pointu. Ah bon, enfin, c'est évident. Alors, c'est pointu. Alors, c'est pointu, mais on apprend énormément de choses. Alors, c'est l'avantage, si vous voulez, puisque comme vous avez vu, l'émission a un ton un petit peu monotone. C'est très propre à la télévision suédoise. Ils sont dans un style un petit peu plus froid que le nôtre. Faut le dire. À part la robe de la dame. C'est pas la raille. Non, c'est pas, c'est sûr, c'est pas la raille. Ben voilà, ça existe. Mais on apprend énormément de choses. C'était une information. Merci beaucoup, Merci Anissa. Des mots que vous entendez tous les jours en ce moment, c'est député, sénateur, ministre. Alors on va commencer par l'un des mots les plus insolites. Alors, on l'emploie pas tous les jours celui-là, mais quand on vous dit tel ministre a eu un nouveau Marocain. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça a un rapport avec le Maroc? Plus ou moins, figurez-vous. Alors, effectivement, marocain ministériel, c'est QUIN, c'est pas comme l'habitant du Maroc. Il y a un rapport avec le Maroc quand même, parce que, regardez, un Marocain au départ, c'est ceci, c'est une reliure pour un livre ou un dossier, reliure en cuir très luxueuse. C'est fabriqué en mouton ou en chèvre. Et au départ, c'est une spécialité du Maroc. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mot marocain, donc, qui désigne un dossier ou un classeur quand l'objet est très luxueux, ce qui était autrefois le cas des dossiers que les ministres portent sous le bras.
Vous savez, ils ont toujours des gros dossiers comme ici Simone Veil. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est rarement en cuir, ça arrive encore, mais c'est surtout en carton comme tout le monde. Et quand on est ministre, on décroche le marocain de l'agriculture, de l'éducation nationale. Monory. Oui, René Monory. On parle aussi de portefeuille ministériel parce que c'est ça l'origine du mot. Un portefeuille, c'est pas un porte-monnaie au départ, c'est un grand classeur pour porter les feuilles. Comme quand on est ministre, on a un portefeuille en général qui est bien garni. Quant au mot ministre, alors là, je demande pardon à nos ministres parce que ça vient de minus. Et oui, parce que c'est l'inférieur, le serviteur d'un roi ou d'un prince ou d'un président de la République, son serviteur, donc voilà, le ministre. Ça existe encore d'ailleurs quand on dit ministre du culte pour un curé, il est serviteur de Dieu. Vous voyez, donc ça vient de ça. Ah oui, c'est un serviteur, il est au service d'eux. Donc il est en dessous. Oui, mais c'est pas un minus. Parce qu'après, le mot a été déformé. C'est comme mais minuscule, c'est en dessous, vous voyez, voilà. Minoré, en dessous, donc on est au service de... voilà pour le portefeuille, le marocain et le ministre. Je passe aux députés. Là aussi, c'est intéressant. Deputatus, en latin, ça veut dire délégué. Regardez, le député, c'est celui qui est délégué du peuple, délégué pour le représenter. Alors, en anglais, on retrouve ce sens. Deputy manager, ça veut dire directeur délégué. Vous voyez, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, délégué. L'Assemblée, bon là, c'est facile. Hein, c'est l'endroit où les députés se rassemblent. On dit aussi parfois la chambre basse. Alors, chambre, parce que c'est un endroit fermé. La chambre où on dort ou la chambre de combustion d'un moteur, c'est un endroit fermé. Et chambre basse, pourquoi chambre basse? Parce que c'est par opposition avec la chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. On va voir la coupole du Sénat. Le Sénat, c'est historiquement, la voici la coupole, la chambre la plus prestigieuse parce que le mandat sénatorial est plus long, il faut être aussi plus âgé, minimum 24 ans. Avant, c'était même 30 ans de minimum, alors que pour être député, c'est 18. D'ailleurs, Senatus, ça vient de senior. Parce que plus âgé, vous voyez, le Sénat romain... C'est toujours le cas d'ailleurs, non? Alors, de peu, mais ça vient du Sénat romain où c'était des gens âgés, c'était les notables du régime, les sages, exactement. Dans un régime comme le nôtre, il y a 2 chambres, ce qui n'est pas le cas par exemple en Europe du Nord. Vous voyez ici le Danemark ou la Norvège, il y a une chambre, donc eux ils sont en monocaméralisme, alors que nous, comme on a 2 chambres, on est en bicaméralisme, voyez-vous. Je termine avec tout simplement le mot élection. Alors là, c'est très simple, on va voir les isoloirs. Élection, ça veut dire « je choisis ». Bon, c'est pareil en anglais, election. En allemand, c'est intéressant parce que Wahlen, ça veut dire élection, ça veut dire aussi choisir, tout simplement. Donc Wahlen, c'est pour des députés ou des chaussures, on choisit. C'est moi le gars qui est né à l'Est. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Hein oui, il est bilingue, hein, allemand. Bon, pas tout à fait. Alors ensuite, les urnes. Alors les urnes, vous savez, c'est le vase en latin, les amphores. Et regardez, ici, l'Assemblée dans les années 50, c'est vraiment, dans les scrutins officiels, en tout cas à l'époque, c'est vraiment une urne, un vase à l'ancienne qui a été remplacé par cette boîte en plastique de nos jours. Et je termine avec un fait assez peu connu, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait pas d'isoloir et il n'y avait pas d'enveloppe. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1900, on mettait son bulletin directement, donc on ne pouvait pas très bien se cacher. C'est pour ça qu'on a créé ensuite, vers 1900-1910, l'isoloir et les enveloppes. Et je termine en vous disant que mandatus, ça veut dire contrat. On confie un contrat à quelqu'un pour nous représenter. Il a donc un mandat. Voilà. C'est tout bien noté. Après dictée, interrogation écrite. Dans la série, ça se passe ailleurs. On va où, là, avec vous, Julia? Je vous emmène en Suisse pour vous montrer un projet de chambre d'hôtel. C'est juste une chambre, hein. C'est même pas un hôtel, qui fait un énorme carton sur Internet. Et pour cause, regardez, c'est pas un fond vert. On est dans la vallée de Safienne, dans l'est de la Suisse. Oui, je connais ça. On vous propose plein air, oui. de passer la nuit en plein air. Alors, lit king size, hein, c'est grand confort, la literie est au top, mais vous avez absolument rien autour de vous. Le plafond, c'est le ciel d'étoiles, le doux murmure de la nature, de la montagne. Ça s'appelle 0 étoile. Ouais. La seule étoile, c'est vous. Et voilà ce que ça donne. Et sur Internet, ça fait un carton. C'est un projet simple, hein, pour dénoncer les excès de la société de consommation. Oui, non, mais c'est pour dénoncer, c'est bien, mais enfin, ça existe vraiment. Donc on peut, c'est un projet qui existe chambre, entre guillemets, vraiment dans un but épuré volontaire. On est à 1200 mètres d'altitude. Monsieur, madame. Et tout autour, il y a le village. Et regardez le majordome. Parce que vous avez quand même un majordome qui va s'occuper de vous, de vous amener... Il y a les vaches qui vous regardent dormir. Voilà. Vous avez une petite cabane pas loin en cas de pluie. Tout ça pour 271 € la nuit. La salle de bain, non. La salle de bain à 3 minutes à pied. 3 minutes à pied. Les toilettes à 2 heures. Voilà, 3 minutes à pied aussi, 271 €. Hein. 2 heures en chameau. Et s'il pleut, s'il pleut, il pleut jamais en Suisse, voilà. C'est comme ça. Merci beaucoup. Bon, et on vous a pas parlé des Beach Boys, mais on vous parlera de ça un autre jour. Alors, on commence par qui, là? Deux dessins du Canard enchaîné. Celui de Pétillon, d'abord, qui résume le premier tour des législatives, regardez.
Trop de candidats, pas assez de votants. Ah oui. Je rappelle qu'il y a eu 52% d'abstention, qu'il y avait par circonscription une moyenne de 14 candidats, quand on sait que dans les années 80, par exemple, il y avait 5 candidats en moyenne par circonscription. Voilà. Alors, on parle aussi de François Bayrou. Vous savez que le parquet de Paris cherche à savoir si le MoDem, son parti, a eu recours à des emplois fictifs. Je rappelle que les magistrats du parquet de Paris sont sous l'autorité de François Bayrou, qui est garde des Sceaux. Et François Bayrou a un peu tendance à téléphoner dans les rédactions pour se plaindre des méthodes inquisitrices, je mets des guillemets, des journalistes. D'où ce dessin de Pétillon. Allô, ici François Bayrou à l'appareil. Lequel? Le garde des Sceaux, le maire, le citoyen, l'agrégé de lettres? Oui, parce que François Bayrou a eu un petit dialogue avec Édouard Philippe, le Premier ministre, qui lui a dit quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen. On ne téléphone pas aux rédactions. Et lui a répondu, je ne suis pas le muet du sérail. Et c'est le citoyen François Bayrou qui téléphone. En gros, je fais ce que je veux. Voilà. En gros, je fais ce que je veux. Vous avez raison. Regardez ça. Les logos du Figaro, du Parisien, de la Voix du Nord ce matin. C'est très bien, il y a un petit problème, hein, on est d'accord, il manque des lettres. Voilà. Et alors, il manque, si vous voulez comprendre ce qui se passe, regardez à droite le logo du Figaro, A et O. Voilà. Donnez votre sang. Avec 2 hashtags, JMDS, Journée mondiale du don du sang, et Missing Type. Il manque des lettres, en quelque sorte. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée mondiale du don du sang. On apprend ce matin que 4% des Français donnent régulièrement. Donc 4%, c'est bien, mais c'est quand même pas beaucoup, parce que à côté de ça, 95% des Français sont favorables, évidemment, au don du sang. Et 100% pourraient un jour en bénéficier. Je rappelle qu'en jeu, il y a 1 million de vies. Et si vous donnez votre sang aujourd'hui, on vous enlèvera moins d'un demi-litre de sang, que vous retrouverez d'ailleurs très très rapidement, hein, parce que les choses se régénèrent. Les hommes peuvent donner 6 fois par an, les femmes 4 fois par an. Il faut en général 8 semaines entre 2 dons. Et si vous avez l'intention de donner, vous voulez savoir si vous êtes éligible en quelque sorte au don, vous aurez droit à un petit entretien pré-don. On vous posera quelques questions et ça va durer 45 minutes. Il y a en France 130 points fixe il y avait pour donner des camions et itinérants bien sûr, qui se déplaçaient. Voilà, et il y a 40 000 points mobiles, dont les fameux camions, et puis parfois dans les écoles, les mairies, les salles de fête, les gymnases, comme ça. et dans les entreprises, absolument. Ouais. Il y avait ça. Donc A, B, O, certaines lettres ont plus de pouvoir que les autres, c'est le slogan de cette journée. Le prix Presse Club de l'humour politique. Alors il sera décerné en septembre, oui, j'adore, et il y a 4 personnes qui ont été sélectionnées, nommées. Alors, Yannick Jadot, le député européen écolo, là où on voit que Macron est intelligent, c'est qu'il a réussi à ne pas prendre Jean-Vincent Placé, qui était, comme l'on sait, candidat à tout et depuis toujours. Jean Lassalle, Macron n'arrête pas de me piquer toutes mes idées. Par exemple, c'est moi qui ai marché, et c'est lui qui dit « En marche ». Vous vous rappelez qu'il avait entamé, le député sortant des Pyrénées-Atlantiques avait entamé un long tour de France. Il avait donc marché devant les caméras. Arnaud Montebourg, en fin de compte, Benoît Hamon aura fait le meilleur score de tous les écologistes à une présidentielle. C'est vrai que lors de sa campagne, il a beaucoup parlé d'écologie, Benoît Hamon. Et puis alors, vous avez Benoît Hamon, précisément. Je suis tellement hostile au cumul des mandats que j'en ai plus aucun. Et je lui accorderai volontiers ma voix. Ah oui, moi aussi. Moi, je vote pour le dernier. Celui-là est très bien. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Allez.